Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette table ronde. On va parler ce soir d'obésité, du rôle que la médecine peut apporter pour vous soutenir, pour vous aider dans le cadre d'une obésité. On va parcourir cette soirée sous l'égide un petit peu du centre de l'obésité de l'hôpital du Jura. Vous allez voir que c'est un centre qui dispose de pas mal de compétences. Vous le voyez déjà autour de ces tables, puisque ça représente beaucoup de monde. C'est vraiment une discipline, c'est interdisciplinaire, on va dire, comme spécialité. Je vais commencer par vous présenter les intervenants de la soirée. Alors, je vais commencer ici à ma gauche avec Déborah Tabacchino, qui est physiothérapeute à l'hôpital du Jura. Le professeur Ralph Peterly, chirurgien spécialisé dans la bariatrie, qui est agréé à l'hôpital du Jura, mais qui est aussi très connu dans tout le nord-ouest de la Suisse et dans toute la Suisse, puisque c'est un grand spécialiste dans le domaine. Il travaille aussi pour Clarounis, c'est-à-dire l'hôpital universitaire de Bâle et le Claraspital. Isabelle Bima, qui est diététicienne. La doctoresse Özge Gemissi, qui est responsable du centre de l'obésité de l'hôpital du Jura. Carole Monod, psychologue. Léa Voirold, diététicienne également. Et puis, je salue M. Luigi Viesti, qui est un patient, qui va apporter son témoignage. Ça, c'est quelque chose aussi d'important de voir le ressenti des patients. Alors, on va commencer par un aspect qui est essentiel, essayer de comprendre ensemble d'abord ce qu'est l'obésité. Alors, doctoresse Gemissi, l'obésité, qu'est-ce que c'est ? Alors tout d'abord, je remercie les organisateurs de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir échanger autour d'un thème qui est l'obésité. Un problème de santé publique mondiale. Donc l'obésité, c'est un problème d'accumulation anormale ou excessive de tissu adipeux qui représente un danger pour la santé. On définit l'obésité à partir d'un IMC, indice de masse corporelle supérieur à 30. Donc l'indice de masse corporelle qui se calcule avec le poids sur la taille au carré. L'obésité, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une maladie chronique, complexe, multifactorielle. On peut dire qu'elle est insidieuse. C'est une maladie insidieuse parce qu'elle arrive vraiment progressivement, on ne s'en rend pas forcément compte au fur et à mesure des années. C'est une maladie qui peut récidiver aussi, d'où l'importance de vraiment la prendre en charge comme une autre maladie chronique. Cette maladie, donc cette obésité, peut surtout représenter un danger par rapport aux complications qu'elle peut engendrer. Donc les complications, c'est surtout, donc ça peut être métabolique, comme le diabète. Par exemple, la prévalence du diabète augmente avec l'obésité. Une forte prévalence de diabétique chez les patients obèses. Ça peut être de l'hypertension artérielle, de la dyslipidémie. Ça peut également être des maladies mécaniques ou alors des conséquences psychologiques. Donc il y a beaucoup de maladies qui peuvent être associées à l'obésité, donc on en compte plus de 30 minimum. Donc même certains cancers peuvent être associés, sont plus fréquemment associés à l'obésité. L'espérance de vie peut également être diminuée. Quand on a une obésité, ça peut être diminué entre 2 et 10 ans d'espérance de vie. Voilà, donc plus tard, au cours de la conversation, donc on parlera de la prise en charge. Donc je laisse la parole à mes collègues. Je pense que déjà, ce que vous avez dit là est très important, c'est une maladie, oui. Et je pense que pour les patients eux-mêmes, le comprendre, ça aide aussi à avancer. Tout à fait, il ne faut pas hésiter, c'est une maladie comme une autre, et une maladie chronique d'ailleurs qui nécessite un suivi à long terme. Donc maladie veut dire on consulte, il faut oser consulter, il ne faut pas avoir peur de consulter comme on consulterait pour une autre maladie. Parce que les patients obèses, malheureusement, ils sont stigmatisés et ils osent souvent pas consulter. Alors, vous l'avez déjà dit, il y a un impact de cette maladie sur le psychisme. Là, on va se tourner vers la psychologue, Madame Monod. Effectivement, il y a un impact important parfois sur le psychique des patients. Oui, bien sûr, même très important. L'équilibre émotionnel, il est vraiment perturbé quand on a une maladie chronique déjà, mais l'obésité, elle engendre vraiment des souffrances qui peuvent être parfois présentes depuis l'enfance déjà. Il y a déjà des problèmes de poids depuis l'enfance, il y a déjà tout un type de souffrances qui sont présentes déjà là. Dans notre société, c'est vrai qu'être gros, c'est souvent considéré comme un manque de volonté.
on devrait vraiment correspondre à un idéal, entrer dans certaines normes. Et puis, en parallèle de ça, on valorise vraiment un poids faible. La maigreur elle est vraiment associée à des aspects positifs, avec le bien-être, la santé, le succès, la confiance en soi, l'acceptation par les autres. Donc toute une gamme de notions positives qui sont plutôt associées à un poids plutôt faible. Et puis encore aujourd'hui dans notre société, vraiment il y a beaucoup de stéréotypes qui circulent sur les personnes obèses. On dit souvent qu'ils n'ont pas de volonté, qu'ils sont paresseux, qu'ils n'ont qu'à manger moins et bouger plus. Mais on sait que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc ils sont vraiment confrontés à une discrimination qui est quand même encore très importante actuellement. Par rapport à tout ça, il s'ensuit vraiment une perte de confiance en soi et puis un isolement progressif. Ils vont commencer à se replier sur eux-mêmes progressivement et gentiment à se couper du regard des autres. Et puis ça provoque souvent des importants sentiments d'angoisse. Ce que je vois souvent aussi avec les patients, c'est un sentiment d'impuissance qui ressort souvent. Ils mettent beaucoup de choses en place, ils font vraiment beaucoup d'efforts pour parfois arriver à peu de résultats, donc une perte de poids parfois assez faible, ou alors une reprise du poids malgré tous les efforts qu'ils ont pu mettre en place. Et puis vraiment en consultation, ce qu'on va faire au niveau psychologique, c'est je vais donner un espace de parole pour qu'ils puissent mettre des mots sur leur souffrance, pouvoir déposer à un moment donné leur souffrance dans un contexte neutre. Et puis on va également essayer de relever toutes les ressources qu'ils ont pour essayer d'augmenter et puis de regagner au niveau de l'estime de soi. Merci. Alors on va en parler avec quelqu'un qui est bien placé pour nous apporter son témoignage, M. Viesti. Même si aujourd'hui ça ne se voit plus, mais vous êtes passé par là. Hein. Oui, je suis passé par là, c'est tout à fait vrai. Comme on est, moi je dis fort parce que gros et obèse, c'est un mot qui fait vraiment mal, surtout quand on est déjà fort. On entend dire obèse ou bien gros, ça fait déjà qu'on a mal en soi-même, plus on entend dire ah, mais il est gros, c'est vrai que ça fait vraiment mal. Et c'est vrai que comme Mme Monod a dit, on se réserve. Petit à petit, au début non, ça va, puis après le regard des gens, puis on commence gentiment à se réserver, puis on se renferme en nous-mêmes. On n'a plus envie de sortir, plus envie de faire du shopping, des courses. Voilà, juste ça, les courses. On achète quelque chose, on a toujours un regard derrière, les gens ils mangent ça. Et c'est vrai que après quand on tout de suite, c'est tout de suite à la maison. C'est vrai que c'est... Donc ce poids, ce regard de la société, vous l'avez vécu? Je l'ai vécu, oui. Ouais. Et puis je vois la différence entre avant et maintenant. Les gens maintenant me regardent, je peux passer dans la rue tranquille. Je suis une personne normale même avant, mais le regard est différent. Avant, j'essaie de passer s'il n'y a pas beaucoup de monde. Je passais, mais là, non, tranquille. C'est pas évident. Ouais. On va parler après plus en détail de votre parcours qui vous a amené ici ce soir. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Donc, face à cette maladie, il y a plusieurs solutions médicales. On pourrait dire qu'il y a deux filières, Dr Debussy, deux filières de soins. Deux chemins très différents. Tout à fait. Alors, on peut même dire trois. Parce qu'on a dit au début que l'obésité, c'est une maladie multifactorielle. Donc, ça a vraiment à l'origine plusieurs facteurs. Donc, ça peut être des facteurs, bien sûr, concernant l'alimentation, concernant l'activité physique, le côté psychologique. Donc, forcément, la prise en charge sera pluridisciplinaire. Et ça, c'est vraiment, je dirais, le mot clé, c'est la pluridisciplinarité dans la prise en charge. Donc, le patient sera pris en charge par une équipe, si on veut obtenir le meilleur résultat possible, un résultat optimal, donc par une équipe de diététiciennes, une psychologue, ou des physiothérapeutes, et puis bien sûr le médecin et voire un chirurgien. Donc là, on a une petite slide peut-être qui présente le parcours. On peut peut-être mettre la slide pour voir un petit peu les différentes filières. Donc, comme je disais, donc la base, c'est vraiment la prise en charge pluridisciplinaire. Donc, c'est ce qu'on voit dans le haut du schéma. Donc, avec la diététicienne, la psychologue, la physiothérapeute et puis le médecin. Donc la porte d'entrée surtout, c'est le médecin traitant, déjà qui connaît très bien son patient.
donc qui peut déjà conseiller et diriger le patient. Ensuite, donc, une évaluation par le médecin nutritionniste, donc, la prise en charge par l'équipe pluridisciplinaire, et si nécessaire, alors c'est pas obligatoire, on peut s'orienter soit vers un traitement médical qui existe, soit vers un traitement, un parcours chirurgical. Donc ça, c'est vraiment décidé en fonction de l'évaluation globale de toute l'équipe. Donc, il faut aussi préciser que c'est une prise en charge, étant une maladie chronique, une prise en charge à long terme. Il faut que les patients soient prêts à s'investir sur plusieurs mois, voire des fois 1 an, voire des fois 2 ans, parce qu'on souhaite vraiment une prise en charge du poids, une perte pondérale qui soit durable sur le long terme. Donc voilà, précisons aussi que les prestations sont prises en charge par l'assurance maladie quand l'IMC est supérieur à 30, ce qui est aussi important pour les patients. Et puis, juste après, donc je vais laisser, je crois, la parole à ma collègue diététicienne et je reviendrai sur le traitement médical qui existe, parce qu'effectivement, il existe un médicament qui peut aider dans la prise en charge. Effectivement, on va parler de l'aspect diététique, des régimes. Est-ce qu'il y a une solution du côté des régimes? Ça semble facile sur le papier, mais ce n'est pas aussi simple. Alors en nutrition, nous allons effectuer justement des consultations nutritionnelles individuelles. Lors de ces consultations, on va vraiment effectuer une anamnèse alimentaire pour déterminer au mieux les habitudes alimentaires des patients. Et puis le but, ça sera vraiment de mettre en place des objectifs nutritionnels personnalisés. Donc vraiment en fonction de l'anamnèse alimentaire qu'on aura pu réaliser. Lors des consultations nutritionnelles, on va travailler sur l'équilibre alimentaire, sur la structure de l'alimentation au quotidien, la fréquence de consommation des aliments et on travaille également sur les sensations alimentaires. Le but, c'est vraiment de modifier le comportement alimentaire petit à petit et puis de fixer des objectifs pratiques et réalisables sur le long terme. Donc c'est vrai qu'on ne va pas parler de régime, mais vraiment de rééquilibrage de l'alimentation en général. Donc ça, c'est vraiment la prise en charge individuelle, mais on a également mis en place des ateliers pédagogiques en groupe. On a mis en place 8 ateliers. 6 ateliers sont animés par une diététicienne. 2 sont également animés en collaboration avec la psychologue de la santé. Il y a également 2 autres ateliers qui sont animés par la physiothérapeute et puis la psychologue. Au niveau des ateliers donnés par la diététicienne, on parle notamment de la planification des repas au quotidien, la gestion du sucre et des graisses dans l'alimentation, de l'étiquetage nutritionnel et des sensations alimentaires. Et on a également un atelier sur les repas pris à l'extérieur ou à emporter. Il y a encore un atelier spécifique pour la préparation de la prise en charge bariatrique. Voilà pour l'aspect des régimes alimentaires. Ça ne suffit pas, il y a souvent aussi une prise en charge médicamenteuse. Alors, cette prise en charge médicamenteuse existe. Alors, on a la chance qu'en Suisse, justement, ce soit sur le marché et puis que ce soit dans certains critères pris en charge par l'assurance de base, ce qui est vraiment une chance. C'est un médicament qu'on connaît donc déjà depuis des années puisqu'on l'utilise chez les patients diabétiques. Il s'agit du liraglutide, un médicament à la base antidiabétique, mais qui a aussi un effet de satiété qui stimule l'hormone de la satiété et puis qui permet donc de mieux ressentir sa satiété au moment du repas. Donc le patient écoute ses sensations et donc mange un peu moins en respectant ses sensations. C'est donc dans certains cas pris en charge par l'assurance de base. Donc, il faut des critères. Donc, le médecin doit évaluer le patient. Et puis, il s'agit donc d'une injection, d'un traitement injectable, 1 fois par jour, donc qui permettrait en moyenne, on va dire, une perte de poids de 11%, ce qui peut représenter peut-être 10 kg, voire plus, en fonction des patients. Donc, si le patient tolère bien le traitement. Et puis on peut aussi évoquer la venue, a priori peut-être dans les mois prochains, d'un nouveau traitement aussi, d'une autre molécule, qui pourrait peut-être permettre de perdre un peu plus. Mais sous réserve, toujours, ce contrôle médical est suivi avec l'équipe pluridisciplinaire de ce traitement. Voilà, donc un aspect alimentaire, un aspect médicamenteux, et puis l'activité physique fait aussi partie de la panoplie des actions qu'on peut mettre en place. Bien sûr, l'activité physique a vraiment pour l'essentiel
de la prise en charge des patients dans le cadre du centre d'obésité à l'hôpital du Jura. Donc on travaille autant sur le site de Porrentruy que de Lémont. Donc quand on parle d'activité physique, tout de suite, il ne faut pas imaginer le sport, la performance ou la compétition. C'est vraiment une activité physique adaptée. Et sans vouloir faire un cours de physiologie, en fait, on sait que par l'activité physique, on va augmenter la masse et la capacité oxydative des muscles. Donc en conséquent, on va favoriser la perte, la dépense d'énergie, donc les calories, et aussi la perte de la masse grasse. Donc ça, c'est pour le petit rappel physiologique. Sinon, nous, au niveau du centre d'obésité à l'hôpital du Jura, notre but, c'est vraiment de redonner en fait envie aux patients de bouger. Et puis aussi lui permettre de mieux ressentir son corps. Souvent, le patient, en fait, il est un petit peu enfermé dans sa carapace et puis là, il ne dissocie plus forcément les mouvements du fait aussi qu'il soit dans un état de sédentarité, comme on pouvait le dire avant. Donc le but, c'est soit de le faire commencer une activité physique ou alors soit il n'a jamais fait d'activité physique, donc il commencera l'activité physique, ou alors reprendre une activité physique qui ressemble à une activité qu'il faisait avant de prendre ce poids. Vous allez me dire pourquoi alors ne pas lui conseiller de prendre un abonnement dans une piscine ou un fitness public. Alors c'est un peu comme M. Biesti disait tout à l'heure, en fait le patient il a une certaine réticence aussi, il a peur du regard des autres, c'est pas facile, c'est pourquoi en fait au centre de l'obésité on va proposer des activités vraiment dans un cadre de personnes en problème d'obésité. Des autres freins aussi, ça peut être les douleurs en fait, serait dû en fait à la surcharge articulaire. Donc des douleurs musculaires ou des douleurs tendineuses vont aussi limiter le fait de faire une activité physique. Donc j'ai parlé du regard des autres, aussi la peur de bouger parfois. Le patient, c'est ce qu'on appelle la kinésiophobie. En fait, le patient, il peut penser que le fait de bouger dans son état va provoquer des problèmes. Il peut aussi y avoir l'aspect financier ou l'aspect de temps qui limite en fait le patient à se lancer dans une activité physique. Ce que je voulais encore dire, c'est que en parlant d'aspect financier, donc l'activité physique est prescrite sur ordonnance médicale et puis 36 séances sont prises en charge par la caisse maladie de base. Est-ce que je parle déjà un petit peu de la prise en charge? Comment ça se passe en fait? Donc le patient il arrive dans le centre d'obésité, comme on l'a dit avant, par le médecin de famille en principe. Il voit la doctoresse, celle qui nous l'envoie en physio. Là, on a un entretien individuel avec le patient pour mettre en évidence justement s'il a des problèmes, des douleurs, des problèmes articulaires. Et puis ensuite, aussi pour évaluer aussi sa capacité physique actuelle. À ce moment-là, pour voir en fait son déconditionnement au début de la prise en charge. Selon cet entretien, donc, qui est fait avec le physiothérapeute, on va orienter le patient en fait soit vers une prise en charge plutôt individuelle, comme prise de conscience du mouvement, une gymnastique médicale, aussi pour enseigner les exercices aux patients pour qu'ils puissent les reproduire ensuite à la maison. Si la condition physique du patient le permet, on va plutôt intégrer le patient assez rapidement dans un groupe. On a différents groupes au niveau du centre d'obésité. Et puis pourquoi les groupes? Parce qu'on connaît en fait tous les effets positifs, l'engouement du groupe, la bienveillance aussi, la motivation. C'est très important pour ces patients, pour les porter dans leur reprise d'activité physique. Les différents groupes qu'on propose au niveau de l'hôpital du Jura, c'est un groupe qui marche bien, c'est l'aquagym. On a plusieurs cours par semaine en fait. C'est des cours d'1 heure dans un bassin thérapeutique à 34 degrés. Donc
L'eau chaude va déjà faciliter aussi le mouvement, la sensation de bien-être. Et puis en fait, le patient va faire sous les ordres du physiothérapeute une gymnastique globale. C'est très dynamique, hein. Ouais, C'est en très musique. bien. En plus, c'est en musique, donc c'est vraiment c'est très apprécié en fait. L'heure passe très vite. Et puis en fait, dans l'eau aussi, le patient il se sentira bien, il se sentira porté, tous les mouvements seront facilités par rapport à une gymnastique qu'on appellerait à sec. Un autre groupe aussi, c'est le Nordic Walking, donc la marche avec les bâtons. Ça, c'est une fois par semaine à Delémont. Ce groupe, il a l'avantage en fait de montrer qu'on peut aller marcher, faire une activité simple, à l'extérieur, par tous les temps, par toute saison. Et en fait, c'est aussi le but un petit peu de montrer en fait, au patient qu'il peut faire une activité physique sans forcément des moyens très onéreux. Et puis, l'avantage de la marche avec les bâtons par rapport à la marche normale, c'est que beaucoup plus de muscles seront sollicités. Et puis, grâce aux bâtons, la montée sera facilitée aussi par la propulsion des bâtons. Et la descente on va protéger les articulations à la descente. Voilà pour ce groupe de Nordic Walking. Ensuite, on a aussi le fitness sur les sites de Porrentruy et de Lémont. Donc là, le physiothérapeute va faire un programme adapté aux patients pour renforcer sa musculature et aussi pour travailler tout l'aspect cardiovasculaire. Et puis un dernier groupe sur Delémont, c'est le HIIT. C'est un groupe qui correspond un peu plus à des patients qui ont déjà un bon niveau de condition physique, où ils vont travailler sur 30 minutes à des fréquences assez élevées, des fréquences cardiaques assez élevées. Et voilà, c'est aussi on a des groupes un peu qui s'adaptent à différents niveaux de conditions physiques. Là, on vient de décrire vraiment une combinaison de possibilités dans ce qu'on appelle un peu la médecine conservatrice. Donc, on ne parle pas encore de chirurgie. Je me tourne vers monsieur Liesti. Vous avez aussi tenté cette solution-là, régime, etc. Oui. Avant l'opération, on essaie les régimes. Ouais. On se tourne vers une diététicienne, mais le régime, c'est comme tout le monde le connaît, c'est l'effet yo-yo. On perd 5 kilos, on est tout content. Puis 2 semaines après, on en reprend 7, on est moins content. Et après, on continue, on repère, on reprend, on repère. Et puis après, tout d'un coup, ça monte, on prend. Et puis après, on prend un autre choix, on essaie de faire une opération. Et puis petit à petit, par rapport aux médecins généralistes de sa famille, qui nous envoient après, ça nous intéresse. Après, depuis là, tout est pour s'ouvrir. L'activité physique, ça c'est quelque chose que vous aviez très envie de reprendre, notamment en famille, avec les enfants. Ah oui, maintenant, quand on a des enfants, c'est différent. Quand on est tout seul, on n'a pas d'enfants, voilà, on bouge, mais sans plus. Mais quand on a des enfants, c'est eux qui nous poussent. C'est une motivation, voilà, exact. Puis là, c'est bien parce que maintenant c'est papa, on fait ci, papa, on va là, papa, on va faire du vélo, on court, on va faire du foot. Les 2 garçons que j'ai, ils ont commencé le foot. Alors, chaussures de foot, un ballon, et puis on y va. Vélo, marche, tout. Voilà. Très bien. Donc on va voir à présent tout un autre pan de cette médecine qui peut venir en aide aux patients obèses. Avec vous, professeur Peterli, on va parler cette fois-ci du traitement chirurgical. Parfois, ce traitement conservateur ne suffit pas. On est obligé de recourir à la chirurgie. Peut-être d'abord expliquons dans quel cas on a recours à la chirurgie. Les patients qui n'ont pas vont perdre assez de poids à long terme. Malheureusement, beaucoup de ces thérapies ne fonctionnent pas à long terme. Mais il y a des patients qui n'ont pas besoin d'une opération. Mais si on parle de pourquoi on fait des opérations, ça fonctionne. Raison simple, mais ça fonctionne dans 90% des cas. Mais ça veut dire que ce n'est pas pour 100%. Donc on a aussi des échecs, comme Marie-Clémentine a raconté avant, c'est vraiment une maladie chronique. Donc des fois, on utilise plusieurs méthodes, comme les traitements des tumeurs aussi. On a la chimiothérapie, l'opération et peut-être la radiothérapie. Et ici, c'est pareil.
Mais les objectifs de cette chirurgie, c'est non seulement de perdre de poids, mais c'est vraiment aussi de traiter ces comorbidités qui sont dangereuses pour les patients, ou de prévenir qu'ils se développent dans les patients qui sont très jeunes, qui n'ont pas un diabète. Et on essaie de prolonger l'espérance de vie et surtout aussi la qualité de vie, que si on mange, on n'a pas toujours une mauvaise conscience après. Je ne sais pas comment vous avez vécu ça, mais ça on observe souvent. Et à la fin, c'est aussi économique de faire cette chirurgie. Donc ce sont les buts pour cette chirurgie. Alors, en quoi est-ce qu'elle consiste? On a connu il y a des années les fameux anneaux gastriques. On n'en parle plus aujourd'hui. Une autre technique, mais qui est assez simple à expliquer. Quel est le mécanisme? On peut toujours diminuer la quantité qu'on peut manger. Là, ça on fait avec le bypass ou la sleeve, on diminue la capacité de l'estomac. Mais ça ne sert pas. C'est comme une diète de nouveau, de restriction. Mais ces opérations plus efficaces ont aussi un effet métabolique dans la satiété qui est changée, le choix des aliments est changé par le cerveau, donc les intestins parlent avec le cerveau, et ça c'est l'effet à long terme qui est responsable pour ça dure l'effet. Donc en clair, on réduit la taille. Mais c'est pas l'effet seul. Donc l'opération qu'on fait aujourd'hui, ou même depuis une cinquantaine d'années, c'est le bypass. C'est l'opération qui est faite en Suisse en 85% des cas. Et la deuxième opération qu'on fait ici, c'est le sleeve, mais il y a des autres opérations qui sont rarement utilisées. Mais on ne fait plus les anneaux, c'est clair. Là, c'est le succès, c'est seulement chez 10% des patients, et c'est un taux de succès qui est trop faible, donc on ne fait plus. Aujourd'hui, le succès, pour comparer, c'est combien? On a 90%, et on peut, disons avec un bypass, on a vraiment un effet au niveau de diabète, en rémission, donc on n'a plus besoin des médicaments dans 60 à 70% des cas. Donc on a un taux de succès qui est beaucoup plus élevé. Et la qualité de vie, surtout la qualité pour manger, est beaucoup plus élevée avec ces opérations. Alors on sait que pour toute opération, il y a une part de risque. Hein. Ça, on l'explique à chaque fois aux patients. Quel type de risque pour cette opération-là? Alors ces opérations, si on les voit sur ces images, ça a l'air d'être très compliqué. C'est vrai, on change l'anatomie assez radicalement, mais il faut dire que ce sont des opérations très standardisées, qui durent à peu près 1 heure par voie laparoscopique, donc avec des petites incisions. Et là, les complications, qui sont heureusement rares, mais si on a une complication, c'est important, il faut les détecter et les traiter correctement. Donc on a thrombose, embolie pulmonaire, des hématomes, peut-être une fuite qui sont très très rares, ou des obstructions. Là, on peut dire 1 ou 2% des patients n'ont pas une opération sans problème. Donc là, il faut faire quelque chose de plus. Mais si on est traité en centre avec l'expérience, avec une équipe multidisciplinaire, là, on remarque les problèmes. Les infirmiers ont l'expérience pour remarquer les patients qui ne sont pas en forme, et là, on fait le diagnostic et on peut les traiter. Mais il faut dire, on ne rend pas tous les patients heureux, donc à long terme, il y a des effets secondaires qui ne sont pas toujours agréables, mais la plupart des patients, ce n'est pas le cas. On va à nouveau se tourner vers le patient, parce que M. Liesti est passé par le bypass. Alors, moi, comment ça s'est passé? Une sleeve. Alors, oui, une sleeve. C'est super bien passé. Au début, c'est impressionnant. Je veux dire, surtout quand on reçoit le premier repas. Quand on dit, on voit l'assiette et puis on voit le repas, et je dis, mais c'est rien du tout. Effectivement, je n'avais pas mangé. Le premier jour, c'était difficile. Par rapport aux quantités que je mangeais. C'est une bouchée, comme on dit, et puis c'est fini. Mais là, c'était manger tout doucement. Il faut vraiment bien
que ça descend. Il ne peut pas mâcher puis avaler directement. Il y a aussi l'effet contraire, on se fait mal nous-mêmes. Parce que justement, l'estomac, rétrécit, puis il faut bien mâcher les aliments. Et ça, c'est une habitude qui se prend... Je pense qu'au bout de 2-3 fois, même un peu plus, on se fait un peu mal, on le comprend. On le comprend. Parce que je suis passé par là, c'est que je me suis dit, ici, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et puis après, petit à petit, au bout d'un certain temps, un quart d'heure, une demi-heure, après ça va beaucoup mieux. Mais c'est un coup. Alors maintenant, on sait se limiter et dire, voilà, je dois manger tranquillement et mâcher mes aliments. Et la perte de poids, comment ça s'est passé? Super. Rapidement, en plus? Oui, au début, oui. Je crois les 2 premières années, 6 mois après, j'ai déjà perdu. Et combien, je ne sais pas exactement. Et puis après, au bout de 2 ans, on commence à stagner. C'est ce qu'ils disent, au bout de 2 ans, on commence à stagner. Et puis je suis à moins 50. 55 kilos. Donc c'est un renouveau. C'est un renouveau, ouais. Ah, c'est super. Je veux dire, si aux gens, faites-le. Je revis. Mais après, il faut s'accepter. Quand on se regarde dans le miroir, c'est plus le bougie. C'est toujours moi, mais question physique, ouais. C'est vrai que moi, je me voyais, je voyais encore des photos que j'ai regardées encore hier. Moi avant et moi maintenant. Et je dis, c'est pas possible, c'est pas moi. Et effectivement, si, c'est moi. Ça, il faut s'accepter dans le miroir. C'est pas évident. C'est surtout pas évident. Maintenant, que du bonheur. Que du bonheur. Et je relis. Si je pouvais faire ça avant, je l'aurais fait avant. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Votre sourire en dit long sur le plaisir que vous avez retrouvé. On a parlé un tout petit peu des critères d'éligibilité. Donc, est-ce qu'il y a des patients qui souhaiteraient se faire opérer? Vous êtes obligé de dire non, ça arrive? Alors ça arrive. Ça arrive si les patients, s'il y a une contre-indication, parce qu'il peut y avoir des contre-indications de chirurgie bariatrique. Ça arrive aussi si le patient n'est pas prêt, on peut reporter de quelques mois le temps de travailler encore avec notre équipe, avec toute l'équipe. Et puis, sinon, au niveau des critères d'éligibilité, donc il faut un IMC supérieur à 35 et un échec de 2 ans de suivi. Donc, suivi, ça veut dire 2 ans de suivi, ça veut dire que le patient a déjà essayé quelque chose. Ça peut être du régime, de l'activité physique, avoir vu une diététicienne, qu'il ait déjà essayé de faire quelque chose, traitement médical, conservateur, et que ce soit un échec. Donc, et puis sinon, si on a un IMC supérieur à 50, c'est 1 an de suivi. Donc on a vu l'opération, l'impact de l'opération sur les habitudes de la personne qui s'est fait opérer. Après, il y a cette fameuse reprise de l'alimentation. Comment ça se passe au niveau de la diététique? Quelles sont les règles à suivre? Alors, après une opération, c'est clair qu'on va fractionner l'alimentation en 6 petits repas par jour. Comme l'a dit M. Viesti, c'est vrai qu'on ne peut pas manger des grandes quantités, donc la taille de l'estomac, comme elle est réduite, on sera obligé de manger des très petites quantités, l'équivalent de 3 cuillères à soupe dans une assiette. Donc on devra vraiment fractionner son alimentation en 6 petits repas par jour. M. Luigi a aussi dit, M. Viesti a aussi dit que justement l'important c'était de bien mastiquer, hein, ça c'est vraiment primordial. Donc on essaye déjà de dire aux patients avant l'opération déjà de prendre le temps de manger, de bien mastiquer, parce que vraiment ça c'est primordial pour que les aliments soient bien assimilés. Ensuite, ce qui sera aussi important, c'est d'avoir un apport protéique suffisant. Pourquoi? Pour maintenir la masse musculaire. Finalement, on veut que le patient perde plutôt la masse graisseuse plutôt que le muscle. Donc ça, ce sera important aussi d'avoir suffisamment de protéines dans son alimentation, couplée avec une activité physique aussi. Il y a aussi l'hydratation qui sera aussi importante, donc une hydratation suffisante. On va aussi, le patient sera obligé à ne pas manger et boire en même temps. Il devra toujours attendre 15-20 minutes avant de manger pour boire ou après manger aussi. Donc ça, vraiment, être vigilant par rapport à ça.
Il y a aussi certains symptômes qui peuvent survenir suivant si on consomme par exemple des aliments trop riches en sucre, on peut avoir des fameux dumping syndrome. Donc ça, on va aussi informer le patient à éviter ce genre d'aliments pour éviter ce genre d'effet. Donc ça, c'est quelque chose on va accompagner le patient aussi dans le suivi justement pour éviter ces problèmes. Le patient devra aussi prendre des compléments vitaminiques aussi, ça, quotidien. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important pour éviter toute carence. Même si on ne peut pas les éviter complètement, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose de primordial à prendre vraiment régulièrement, quotidiennement. Donc voilà, pas mal de choses à mettre en place au niveau de l'alimentation suite à l'opération. Il y aura un suivi très régulier aussi, surtout au début, juste après l'opération. Et puis après, on va espacer un petit peu les consultations. Donc là, on va accompagner le patient dans les différentes difficultés peut-être au départ qu'il va avoir, et puis après, donc il y a quand même pas mal de contraintes. Pas mal de contraintes, oui. On arrive quand même à garder le plaisir de manger ou Oui. Oui. D'accord. On a le plaisir encore de manger comme avant, mais c'est limité. Ouais. Bon, on doit prendre son temps. Comme on discutait, on prend son temps pour manger. On a parlé de cette perte de poids. Monsieur Viesti nous a parlé de moins 50 kg. C'est assez spectaculaire. Hein. Professeur Peterli, c'est dans la norme. On atteint vraiment des pertes qui sont assez impressionnantes. Oui, la norme, c'est difficile à dire. Si on voit sur cette image ici, chaque ligne représente un patient. Les bypass comparés au sleeve, on a fait une étude randomisée en Suisse. Donc on voit que c'est très individuel et il y a des gens qui perdent, ici c'est décrit le pourcentage d'excès de poids qu'on peut perdre. Dans la première année, par exemple, cette patiente, 140% d'excès de poids, c'est un résultat énorme, disons, ça veut dire un IMC de 21 par exemple. Mais ici, on a un patient qui a perdu que 30%, et à 5 ans, c'était peut-être 35% d'excès de poids. Ce n'est pas impressionnant, mais il n'a plus d'insuline, il n'a plus de masque pour dormir, il n'a plus des antihypertension médicaments. Donc, comme ça, c'est un résultat très bon pour moi. Donc, c'est non seulement la perte de poids, mais en moyen, c'est presque 70% de l'excès de poids. Et le bypass, c'est 60% pour le sleeve. Et à long terme, disons à 10 ans, à 15 ans, c'est toujours à peu près 60% pour le bypass et 50%, la moitié de l'excès de poids pour le sleeve. Très bien, merci. On va parler du rôle de la psychologue aussi autour de l'intervention chirurgicale, parce que c'est essentiel. On a entendu, on ne se lance pas dans cette opération à la légère. Vous intervenez avant et après l'opération. Comment, qu'est-ce qui se passe au niveau de la psychologue? Oui, alors tout à fait, j'interviens avant, je vois les patients, tout un suivi avant. Alors, des fois c'est une fois parce que les patients viennent et puis ils sont vraiment bien prêts, ils ont déjà pris bien les informations, ils se sont projetés. Enfin, on voit qu'il y a eu déjà toute une réflexion au niveau psychologique, au niveau de leur équilibre de vie. Et puis parfois ça nécessite de les voir plus. Voilà, c'est des patients qui viennent, ils ont pensé à l'opération et puis ils ont beaucoup d'infos, ils ne sont pas projetés, ils n'ont pas vu des conséquences que ça pouvait avoir, les impacts que ça pouvait avoir réellement sur leur vie. Donc je les vois avant dans ce but de les préparer à l'intervention, mais aussi de déceler d'éventuelles contre-indications psychologiques. C'est rarement des contre-indications où c'est qu'on dit, ben voilà, non, vous ne pouvez pas vous faire opérer. Sauf si c'est des maladies d'ordre psychiatrique, par exemple, comme la schizophrénie, ou les dépendances, ou les dépressions, et encore que, parce que si c'est stabilisé depuis plus que 2 ans, les dépressions et puis les dépendances, on peut quand même aller après l'intervention. Mais il faut qu'il y ait cette stabilité de 2 ans. Et je les vois dans le après, forcément, pour les états perdus du poids, bien sûr, mais surtout qu'ils ne reprennent pas, parce que c'est vraiment le but le plus utile, c'est qu'ils intègrent ça au mieux dans leur vie, qu'ils changent vraiment des comportements sur le long terme, c'est-à-dire toute leur vie, et puis qu'ils maintiennent cet équilibre de poids aussi sur le long terme. Moi j'appelle ça des bilans psychologiques post-opératoires, parce que c'est vraiment des moments où c'est qu'ils vont venir et puis reparler de cette intervention. Il faut savoir qu'au bout d'une année, 2 ans, 3 ans, même 5 ans après l'opération, ils y pensent
quasiment plus, et puis tant mieux, ils ont vraiment bien intégré cette opération dans leur vie, et puis de venir en bilan psy, ça vraiment, ils reviennent, ils reparlent des problèmes, ou des choses qui sont bien allées. On peut aussi laisser, justement il y a des complications, des problèmes psy, aussi qui se sont développés en cours de route, et puis justement c'est mieux parce qu'on le voit le plus tôt possible. Souvent c'est difficile de dire, oh là, je ne vais pas bien psychologiquement, j'appelle une psy, et puis il faut qu'on ait certains problèmes. Là, ils ont le bilan, et puis souvent ça permet de parler des choses à ce moment. Monsieur Viesti l'a bien dit, le regard qu'on a sur soi change aussi, après. Il faut aussi l'assumer. Bien sûr, et c'est vraiment pas évident. Beaucoup de personnes, avant l'opération, me disent non, ça sera facile parce que voilà, une perte de poids, je serai mieux, forcément je me sentirai bien dans mon corps. Et puis c'est malheureusement pas toujours ce qu'on voit. Alors, des fois ça se passe comme ça, mais des fois pas. La perte de poids, elle a quand même des conséquences, surtout sur la peau. La peau peut tomber, elle peut faire déshabiller, elle peut pendre. Voilà, donc c'est tout un nouveau corps qu'il faut s'approprier, au-delà juste de l'image de je renvoie qui est différente, c'est aussi finalement des fois des complications à gérer. Les personnes me disent mais j'ai moins de mon corps maintenant qu'avant. Parce que justement il y a ces conséquences sur la peau. Je ne sais pas si vous vouliez rebondir là-dessus. Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, ce qui est très positif, c'est la qualité de vie qu'on retrouve, notamment sur le plan physique. Et ça, c'est appréciable assez rapidement. Tout à fait, oui. Donc il y a vraiment cette perte de masse grasse qui arrive quand même assez rapidement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que suite à la chirurgie, il y a aussi la perte de la masse maigre, donc du muscle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'au niveau de l'activité physique, on va lutter pour maintenir cette masse maigre, donc les muscles, et puis aussi la développer vu les effets physiologiques en fait, de la musculature sur le métabolisme. Donc chez ces patients, forcément au début, suite à la chirurgie abdominale, on va plutôt les limiter de l'activité, tout en leur conseillant bien sûr d'aller marcher les 3-4 premières semaines, d'aller tous les jours, de sortir tous les jours pour marcher. On intervient déjà à l'hôpital en fait, le jour opératoire, on lève déjà le patient, et puis pendant l'hospitalisation, on commence déjà des petits exercices, tout ça au niveau des membres inférieurs. L'idée c'est vraiment de ne pas solliciter cette paroi abdominale pendant 4 à 6 semaines. Sinon après, forcément le patient il perd du poids, donc il va se sentir, tout sera beaucoup plus facile pour lui. Donc on va le conseiller justement d'augmenter la durée, l'intensité, la fréquence des exercices. Alors soit le patient, il était déjà venu chez nous avant l'opération, donc on le connaît, on peut peut-être la réintégrer en groupe au départ, mais l'idée c'est vraiment de rendre le patient aussi le plus autonome possible pour qu'il arrive aussi à trouver une activité qui lui procure du plaisir pour justement durer dans le temps. C'est toujours ça un peu le risque, c'est qu'en fait il perd du poids et puis finalement, vu que ça se fait un peu naturellement, il arrête un petit peu l'activité physique trop rapidement. Donc voilà, moi je dirais que vraiment pour une durabilité dans l'amaigrissement, c'est vraiment ce changement de mode de vie, tant alimentaire que physique. Donc c'est là toute la difficulté de notre intervention, c'est vraiment de leur donner envie de bouger, qu'ils trouvent vraiment l'activité qui leur convienne pour qu'ils puissent devenir autonomes et continuer sur le long terme. Ça, c'est un enjeu important, c'est de maintenir cette perte de poids. Exactement, c'est comme pour l'alimentation, c'est vraiment quelque chose à vie. Professeur Prétori, parce qu'il y a quand même un risque de reprendre. Oui. 10%, et la moitié de ces patients peut aussi réopérer pour améliorer la situation. Et là, c'est vraiment de nouveau avec l'équipe multidisciplinaire, on discute quelles sont les réserves, quelles sont les possibilités, aussi les médicaments peut-être peuvent aider par cette réopération. Mais ça existe ce risque d'aller plus loin avec la chirurgie. La diététique peut aussi jouer un rôle dans ce maintien de la perte de poids dans la durée. Comment ça se passe? Alors, déjà par le suivi, c'est-à-dire qu'on va suivre le patient très régulièrement. On va veiller aussi à ce qu'il ait toujours une alimentation bien structurée
Aussi qu'ils soient à l'écoute de ses sensations alimentaires finalement, de bien ressentir la faim, de distinguer la faim de l'envie, donc de ne pas peut-être retomber dans les travers qu'il avait peut-être auparavant, s'il avait tendance à grignoter ou comme ça. Donc on va vraiment essayer de le cadrer, et puis ça c'est vraiment avec un suivi régulier, que le patient vienne régulièrement en consultation voir les spécialistes. Donc c'est comme ça qu'on peut limiter vraiment la reprise de poids. Et puis on va s'assurer aussi qu'il bouge aussi. Donc l'activité physique, on a dit que c'est important, donc le motiver à chaque fois, à chaque consultation. Voilà, c'est comme ça qu'on peut limiter la reprise de poids. Il faut aussi savoir que quand même après 2 ans, il peut y avoir une légère reprise de poids qui est normale, 10% environ de la perte de poids, donc si on a perdu 50 kg, une reprise de 5 kg environ, ça c'est normal. Après, si ça vient au-delà, c'est-à-dire qu'il faut tout de suite appeler, peut-être pas attendre que la reprise de poids s'installe, et puis vraiment appeler le centre, les spécialistes pour vraiment alerter, et puis voilà, je vous en aide. Voilà, je vois que je suis en train de reprendre du poids, Monsieur Diesti, vous l'avez vécu comment, vous, l'après-opération, dans tous ces... Voilà, ces préoccupations de ne pas reprendre. Enfin, est-ce que c'était une préoccupation et comment vous y avez fait face? Ben, c'est vrai que ça fait peur quand même de dire j'ai fait l'opération, j'ai perdu tant de kilos. On dit j'espère pas d'y reprendre, de revivre ce que j'ai vécu avant, parce que si je l'ai fait, c'est pour être bien. Moi je suis bien moi, et puis envers l'image aussi des autres, je dis avoir toujours ce regard sur derrière nous, dire mais lui comme ça. Il faut faire attention et puis ça vit. Mais c'est une pression, vous vivez ça comme une pression ou bien c'est quelque chose que vous avez réussi à assimiler? Non, j'ai réussi à assimiler maintenant. C'est clair que maintenant, voilà, on va se dire j'ai pris 1 kilo, il faut que je le perde, sinon je recommence à prendre 2, 3, 4, et ainsi de suite. Après, il ne faut pas être aussi trop. Il faut que je perde 5 kilos, j'ai pris 2 kilos, il faut que je perde 3. Non. Il faut se tenir et puis faire attention, bouger. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans votre vie maintenant? Le shopping, s'habiller, surtout s'habiller. C'est pas évident ici. Ici, je veux dire, de trouver des magasins, de dire voilà, je vais au magasin à côté, je vais m'acheter un jeans. On baissé, on arrive à la maison, comme on disait, et on se renferme. Et ça fait un coup. Psychologiquement, ça ramasse. Un pull, on l'achète. Arrive à la maison, moi je ne l'ai pas essayé. Attention, il va m'aller, attention, c'est la plus grande taille. Il est un peu serré. J'essaie de perdre du poids, puis dans 2 mois, j'essaie de le mettre. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, je fasse attention au porte-monnaie. C'est ça, non, maintenant c'est super, je veux dire, je vais au magasin, on fait du shopping, tranquille. Je vais m'habiller comme je veux, et comme j'ai envie. Ce que je ne pouvais pas avant. La mode. Et puis ce regard, c'est limité. Ouais. Le regard des autres, du coup, il a changé aussi. Donc, oui, énorme. Aussi. Après, il disait, tout le monde me dit, mais c'est plus le Luigi d'avant. On t'aimait bien comme tu étais aussi avant, avec tes rondeurs. Oui, c'est gentil. Mais il est mieux maintenant. Oui, c'est vrai, parce qu'après, question de santé. C'est ça. On fait du sport, il est soufflé. Moi, je remarque que en prenant 2 packs d'eau, c'est pas énorme, c'est quoi, peut-être mettre 2 kilos de pack. J'ai dit, mais j'ai le double en moins. Avec le fait de dire ça. Là, si j'ai une photo, si je te montrer le avant-après. Oui, bien sûr. Une grande, petite. Si on peut zoomer. Donc ça c'est le avant. Je ne peux pas vous dire la date. Et ça c'est le après. En plein sport. Je sais pas si vous s'approchez, c'est bon. Parfait. Il y a d'autres photos qui sont encore un peu plus pas marquantes, mais quand je vois les photos. On comprend l'aisance que vous avez retrouvée dans le mouvement. Après, j'ai aussi un pantalon que je mets avant. J'ai regardé encore ce matin. C'est le dernier pantalon de travail que j'avais il y a 4 ans. Ça fait 4 ans cette année que je me suis fait opérer. Il n'y a pas photo. Ouais.
Là, vous voyez le chemin parcouru. Ouais. Là, puis c'est vraiment, ouais, c'est. Ça touche. Des fois, c'est. Toujours pas, c'est pas une larme, mais. Je suis plus sensible maintenant, je sais pas, c'est. Dès que je vois ça, par où je suis passé. Et surtout quand j'étais plus jeune. Les copains. Qui sont encore maintenant mes copains. Et maintenant, ça fait même avant, mais c'était toujours écarté. On va faire du sport, toujours le dernier. Ah, je prends toi, puis moi, tu es avec moi. Toujours écarté. Je suis presque le premier, on va dire. Non, c'est vrai, ça fait vraiment mal. Et ça, moi, je trouve c'est dommage parce que c'est pas notre faute. Oui, après, il faut faire attention à l'alimentation. Quand on est jeune, on mange comme ça, voilà. Et puis après, c'est dans quelques années qu'on va voir. Et puis, voilà. Merci pour votre témoignage. Aussi donner du courage à ceux qui ont envie de suivre cette voie. On va encore, en conclusion, présenter le centre de l'obésité, quand même, de l'hôpital du Jura, avec vous, Dr Génissi. D'abord, ce qui est important, on le voit autour de cette table, c'est une équipe multidisciplinaire. Alors, l'équipe multidisciplinaire, la prise en charge multidisciplinaire, c'est indispensable. C'est vraiment indispensable pour un résultat optimal. Alors, on essaye d'expliquer dès le départ aux patients justement l'intérêt de voir une diététicienne, une psychologue, une physiothérapeute, et puis médecin, et puis un chirurgien, mais c'est très très important. C'est vrai que nous, on travaille vraiment en équipe. Et puis après, on discute aussi des dossiers en équipe. C'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire parce qu'origine multifactorielle. Et puis, on a la chance vraiment d'avoir une très belle équipe, dynamique. Donc j'en profite pour remercier toute l'équipe parce que vraiment c'est une très très belle équipe et on a aussi des très belles infrastructures parce qu'on peut proposer différentes activités aux patients. Donc on a des ateliers qui sont animés par une diététicienne, une psychologue, une physiothérapeute. On a également donc diverses activités en physiothérapie, on a un beau plateau technique de physiothérapie. On propose également ces prestations donc, à l'hôpital de Delémont mais aussi à l'hôpital de Port-Ventruy. Pour les patients qui préfèrent sur un ou l'autre site. Mais je précise aussi que le pivot central, enfin initiateur, c'est le médecin traitant. Le médecin traitant a vraiment un rôle primordial parce que c'est lui qui va forcément dépister l'obésité et conseiller et à un moment donné diriger le patient au bon moment vers le centre de l'obésité, sachant que on n'est pas obligé, quand on arrive au centre de l'obésité, soit de bénéficier d'un traitement médicamenteux, soit d'une chirurgie. On peut bénéficier déjà d'une évaluation, d'un bilan par les différents professionnels de santé et ensuite orienter le patient en fonction si besoin. On a aussi la chance, nous permet peut-être de pouvoir bénéficier bientôt d'une application qui va aider. Je peux montrer peut-être. Voilà. Donc qui va aider, qui va être en fait une plateforme d'information pour le patient, un outil de travail aussi, et puis qui va permettre aussi d'être un petit peu dynamique avec le patient, qui va permettre un dynamisme entre le patient et l'équipe, parce qu'on va pouvoir échanger des informations. Donc c'est une application qui sera mise à jour régulièrement. Donc on présente ce qu'on appelle le centre de l'obésité avec différentes informations, par exemple, quelle alimentation post-opératoire, quelle activité physique faire, qu'est-ce qu'on propose. C'est vraiment une plateforme qui va nous permettre d'être plus dynamique avec le patient. Très bien, merci infiniment pour toutes ces explications. Peut-être juste parmi les questions qui reviennent souvent, on a évoqué ces effets sur le corps qui peuvent surprendre au début avec la peau qui est distendue. Est-ce que, là je ne sais pas qui peut me répondre, mais est-ce qu'il y a des possibilités en matière de chirurgie esthétique pour pallier à ça? Oui, la loi est telle que si ça a une valeur de maladie, les caisses maladies vont payer. Mais c'est vraiment un problème aujourd'hui qu'il y a les caisses qui payent et les autres qui ne payent pas. Et on est, comme société de la chirurgie bariatrique, on est engagé avec l'Office fédéral de la santé d'améliorer cette situation.
Dans notre expérience, c'est 10 à 15% des patients qui ont vraiment besoin. Et les autres, peut-être pas vraiment. Mais cette différence entre les cases maladies, c'est vraiment un problème. Mais là, il faut savoir qu'on peut améliorer la silhouette, mais ça donne des cicatrices. Mais des fois, c'est vraiment fonctionnellement très important de l'avoir et aussi pour faire de l'activité physique, ça dérange. Si tout tombe, on n'a pas la possibilité de cacher ça sous un vêtement pour se baigner. Là, on doit aider. Parfait, merci infiniment. Je ne sais pas s'il y a encore des remarques que vous souhaitez faire ou des questions qui vous sont souvent posées. Je crois qu'on a répondu à la plupart des questions importantes que posent souvent les patients. Merci à toutes et tous. Merci aussi tout particulièrement à M. Viesti. C'est important d'avoir un témoignage et vous l'avez apporté avec un sourire aussi qui est communicatif. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Je veux juste encore remercier et puis un grand bravo à toute l'équipe. Grâce à eux, je revis. Je veux dire, voilà, c'est vrai que le soutien des diététiciens, c'est magnifique. Bravo et puis merci encore. Merci beaucoup. Pour ce qui est de l'application, vous l'avez entendu, elle sera prochainement mise à disposition. Le plus simple, c'est de suivre notre site internet qui va en plus changer dès la semaine prochaine. Et si vous vous rendez sur la page du Centre de l'obésité, vous allez trouver toutes les informations nécessaires tout bientôt. Donc ne manquez pas l'occasion d'aller voir le site. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser. Vous trouvez toutes les références sur le site www.h-ju.ch. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée et à bientôt.